À Trois-Rivières, ce printemps annonce le démarrage d'un vaste chantier archéologique sur la place Pierre-Boucher, là où ont été posées les fondations de la ville, la deuxième plus vieille au Canada. Pendant plusieurs semaines, entre les mois de mai et octobre, les archéologues vont fouiller le sol, faire des découvertes étonnantes et ainsi ouvrir une fenêtre sur le passé de cette petite place, témoin privilégié de l'histoire de la ville. Dès les premières semaines du mois de mai, l'équipe de fouilleurs, dirigée par l'archéologue Éléonore Aubu-Robitaille, se met au travail pour identifier les zones au plus grand potentiel archéologique. On explore des secteurs qu'on avait ciblés dans une phase préalable là, au terrain, en faisant une recherche historique, en superposant des plans anciens. On explore pour regarder finalement qu'est-ce qui reste comme vestige archéologique, qu'est-ce qui reste comme sol à fouiller, qui pourrait faire l'objet d'une investigation plus poussée dans le cadre de la fouille. Ce chantier de fouille, d'une ampleur jamais vue dans la ville, précède les travaux de réaménagement de la place Pierre-Boucher, la porte d'entrée de l'arrondissement historique. Puisque l'endroit a été le berceau de la ville, les archéologues croient que des traces de son lointain passé y sont encore enfouies et doivent être récupérées avant la réalisation des travaux de réaménagement. Il y a presque 4 siècles, les premiers occupants européens ont érigé ici un fort pour protéger leur poste de traite des fourrures des attaques des tribus amérindiennes hostiles. Le deuxième gouverneur de Trois-Rivières, Pierre Boucher, a rapidement consolidé et agrandi la fortification. La place Pierre-Boucher, c'est vraiment le lieu de naissance de la ville de Trois-Rivières. On est tout près du premier fort qui a été établi par la Violette en 1634. On est à l'endroit où est-ce que la première église, où les premières églises de Trois-Rivières ont vu le jour, l'endroit où est-ce que les Jésuites se sont installés. En fait, c'est le poste de traite qui s'est agrandi en quelque sorte et l'endroit où est-ce que les ouvrages défensifs se sont installés pour protéger les premiers trifluviens. Pierre Boucher, c'était le capitaine de milice autour de 1646 jusqu'à 1652 environ, où il est devenu gouverneur de Trois-Rivières. Par la suite, il va occuper cette charge-là à 2 autres reprises au courant du 17e siècle. Le petit bourg est devenu un village, puis une agglomération. L'endroit était alors traversé par une rue étroite, bordée de vieilles maisons de pierre, dominée par l'église paroissiale du 18e siècle, et par la maison des gouverneurs, transformée en bureau des douanes et ceinturée d'un parc. Le drame a frappé au début de l'été de 1908. Un violent incendie a détruit une grande partie de la ville, rasant environ 200 bâtiments, des résidences, des commerces et le bureau des douanes. Les flammes se sont arrêtées après avoir détruit l'église 2 fois centenaire. On est ici dans ce qui est le cœur du Trois-Rivières, milieu 20e siècle, début 20e siècle. Et donc, il y avait une première place publique à Trois-Rivières, très ouverte, avec un monument symbolique au milieu qui s'est rajouté lors des fêtes du tricentenaire. C'était l'hommage de la jeunesse trifluvienne qui est derrière moi, qui est un peu art déco et qui faisait tout à fait moderne. Avec derrière, évidemment, un des plus beaux édifices de la ville qui est le bureau de poste. En fait, c'est l'édifice fédéral comme on en faisait à l'époque. Il y en a un très gros à Toronto, sur Front Street, et nous avions le nôtre ici également. Les archéologues restent persuadés que le sol recèle encore des vestiges des occupations antérieures. Les sondages réalisés plus tôt ont permis d'identifier 5 emplacements ayant un potentiel archéologique: devant le bureau de poste, autour du flambeau, devant le monument au Sacré-Cœur,
sur le terrain de l'ancienne école, le jardin de l'enfance et enfin dans le parc des gouverneurs. Dès qu'on enlève le lit de pose de la rue, on tombe sur des sols anciens. Donc, effectivement, dans ce cas-ci, dans le cas de cette aire de fouille-là en particulier, encore une fois, nos sols anciens sont directement sous le béton et le concassé qui servait de lit de pose à la rue. Et après ça, il n'y a même pas 1 mètre de dépôt à fouiller avant d'arriver sur du sol naturel stérile. L'un des grands espoirs des archéologues est de retrouver des vestiges de cette palissade qui ceinturait le bourg. On sait très peu de choses sur cette palissade, sur les ouvrages défensifs. On en connaît un peu à travers les archives historiques, à travers les actes notariés, à travers aussi certains témoignages de gens qui vont visiter Trois-Rivières au 17e siècle. Mais sur la façon dont est configurée à travers le temps cette palissade-là, on en sait très peu et seule l'archéologie peut répondre là, à ce questionnement-là. Des villes et villages palissadés au Québec, on sait que surtout dans le sud du Québec, il y en a eu plusieurs, dans le sens que les gens craignaient les attaques des Iroquois. Puis dans le sud du Québec, il y en avait plusieurs. On pense notamment à Montréal, La Prairie, qui sont probablement les plus connus, là. Mais il y en a eu plusieurs autres. Il y a eu aussi Québec et Trois-Rivières qui ont été dotés de palissades. La découverte de ces marques circulaires alimente l'espoir, puisqu'il pourrait s'agir d'empreintes de pieux, peut-être ceux qui soutenaient la palissade. Donc, on a des traces de creusement circulaires qui font environ 30 à 40 cm de diamètre, qui sont espacées, là, qui ont un espacement régulier. On a trouvé les traces de 5 pieux d'à peu près des dimensions de 12 pouces qui étaient toutes espacées de 1,20 m. Fait qu'entre les gros pieux qui étaient solidement enfouis dans le sol, bien, il devait y avoir des plus petits pieux qui ceinturaient, là, qui complétaient l'enceinte finalement. Des analyses ultérieures invalideront cette hypothèse, mais plus tard, elle sera confirmée avec la mise au jour de nouvelles traces dans la zone du Flambeau et d'autres un peu plus au sud, dans le même axe. Déjà d'avoir le tracé, puis d'avoir certains éléments comme la dimension des pieux, la distance entre chaque pieu, mais là on va pouvoir aller, en faisant des analyses plus poussées, là, remonter, comme je le disais, jusqu'à la démarche que l'ingénieur a eu à faire pour implanter la fortification de Trois-Rivières. Il faut le dégager, ça nous aide à le comprendre. Il a été photographié, il va y avoir beaucoup d'autres relevés photos faits. Là, il y a un relevé en plan qui est en train de faire. Donc, ils font un dessin en plan à l'échelle qui va nous servir aussi de base pour l'arpentage. On l'a possiblement, la palissade, donc il y a des informations qu'on peut préciser par nos données, finalement. Puis on a retrouvé en plus de ça quelque chose d'antérieur à la palissade, puisque la palissade est comme plantée à travers, les vestiges d'une construction carrée qui était construite, qui était faite de bois, dans lequel on a retrouvé beaucoup de déchets alimentaires. Ça ressemble vraiment à, genre pas un plancher, mais quelque chose qui délimitait le fond d'une structure. Tout ce qui reste, en gros, c'est quelques fibres et une masse organique brunâtre. Il y a quelques éléments encore plus ou moins sains. Oh, ben là, je prends une photo parce que j'ai un petit... à côté de la flèche, il y a des petites pierres fragmentées. Puis ça, ces pierres-là, ben, c'est peut-être une surface de circulation, en fait, ce qui en reste, parce qu'ils semblent tous être au même niveau. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je prends une photo, puis ensuite je vais noter son numéro, sa description dans mes notes. Au même moment, des éléments de structure sont mis au jour au pied du monument au Sacré-Cœur. Les ruines de l'église paroissiale du début du 18e siècle sortent de terre avec la découverte d'une partie du mur du transept ouest. On a trouvé un petit morceau de mur qui pourrait être une partie d'une section de mur du transept ouest.
Donc, il ne reste pas grand-chose à première vue. Ailleurs, on a trouvé là, quelques accumulations de gravats, donc des débris de pierres, de mortiers, de briques qui pourraient là, résulter de la démolition de cette église-là. Il n'y a pas grand-chose. On en est là vraiment à considérer les hypothèses qui font en sorte qu'on retrouve très peu de murs associés à cette église-là. Est-ce qu'après le grand incendie, on a creusé pour récupérer les pierres de fondation de l'église? On ne le sait pas encore. Quelques dizaines de mètres plus loin, les restes d'un mur de fondation sont dégagés. Sans doute le mur de façade de l'église paroissiale. On avait trouvé un mur dont on pensait qu'il faisait à peu près 60 cm de largeur. On se disait que c'était un mur qui était beaucoup trop petit, trop mince pour supporter une église avec une structure de maçonnerie de pierre. Sauf que là, en nettoyant la paroi, on s'est rendu compte que le mur était beaucoup plus épais qu'on pensait. Il faudra cependant attendre au début de l'automne pour faire les découvertes les plus impressionnantes, les fondations du transept Est. C'est très intéressant parce qu'on n'avait pas retrouvé de vestiges de l'église en aussi bon état jusqu'à maintenant. On est tombé assez pile dessus. On a fini l'excavation mécanique hier. Là, on est en train de nettoyer pour définir les vestiges architecturaux qu'on a retrouvés. Je me trouve vraiment à l'intérieur de ce transept-là. Si on se fie toujours à notre superposition du plan ancien au plan récent qui s'est avérée là, très, très précise pour les vestiges de la nef, si on se fie à cette superposition-là, on aurait dû retrouver le coin sud-est du transept ici, alors qu'il est beaucoup plus au sud. Il est là où Christian est en train de nettoyer en ce moment. Donc, pour l'instant, j'ai mis l'hypothèse que peut-être le transept avait été aussi agrandi. Ces découvertes permettent de confirmer la localisation de l'ancienne église. Tout près de ces ruines, des traces, de forme rectangulaire, laisse croire à la présence de sépultures qui auraient été déplacées. Il y avait bien un cimetière voisin de chacune des églises construites successivement à cet endroit. Le dernier, ceinturé d'une enceinte de pierre, a été fermé en 1881. Les sépultures ont alors été exhumées et déplacées dans un nouveau cimetière au nord de la ville pour être inhumées sous cette pierre tombale. De toute évidence, plusieurs ont été oubliés. C'est un cimetière qui a été utilisé pendant tellement longtemps que les sépultures s'empilent les unes par-dessus les autres. Fait que pour les gens qui procèdent à l'exhumation de ces corps-là, c'est une tâche qui est assez colossale. Là, on ne sait jamais sur quoi on va tomber puis quand s'arrêter. Fait que ce qui fait qu'il en oublie toujours quelques-uns. Il faut se reporter au 17e siècle. Trois-Rivières est assez éloigné quand même de Québec et Montréal, doit s'autosuffire d'une certaine façon. Évidemment, on va retrouver des agriculteurs, on va trouver des paysans, mais également on va retrouver des gens des arquebusiers, ça veut dire des gens qui travaillent dans les métaux fins. On va retrouver également tous les métiers qui sont nécessaires à faire fonctionner un bourg de cette façon-là, mais également, évidemment, on va retrouver des jésuites parce que ces jésuites-là ont comme mission d'évangéliser les Amérindiens. Toutes les sépultures ont été laissées en place, de même que les structures bâties, en attendant les travaux de réaménagement l'année suivante. En fait, on fait ce qu'on appelle une surveillance archéologique. On suit les travaux d'excavation de l'entrepreneur qui est en charge du réaménagement de la place Pierre-Boucher. S'il y a des vestiges archéologiques, des sols archéologiques qui doivent être entamés ou affectés par cette excavation-là,
mais on s'arrange pour faire un relevé d'informations, un enregistrement d'informations avant que ces données archéologiques-là soient perdues. Quand il y a des vestiges architecturaux ou toute autre sorte de vestiges à protéger, on s'arrange pour les protéger. On entend que c'est certain qu'on va avoir des surprises. Il y en a tout le temps des surprises. Une première surprise survient peu après le démarrage du chantier, avec la découverte d'un alignement de traverses de voies ferrées, vestige du circuit du tramway qui serpentait dans les rues du centre-ville dans la première moitié du 20e siècle. De nouvelles fouilles autour des ruines de l'église démontrent que les fondations du mur de façade, mises au jour un an plus tôt, sont celles du bâtiment d'origine. Ce qu'on a réalisé, c'est que le mur de fondation de la façade qu'on a mis au jour l'été dernier, c'est probablement le mur de la façade originale de l'église, le mur de fondation de la façade originale avant son agrandissement qui a eu lieu en 1773. En 1773, on a agrandi l'église d'une travée, probablement vers le sud par la façade, parce que cet agrandissement-là, il a coïncidé avec une reconstruction de la façade et du clocher. Des vestiges architecturaux menacés par ces travaux ont dû être sacrifiés, mais certains seront représentés sur le pavage des futurs aménagements. Les travaux d'excavation ont aussi mis au jour de nouvelles sépultures, dont quelques-unes ont dû être exhumées. Un bioarchéologue, Robert Larocque, qui est venu fouiller, prélever celles qui étaient en conflit avec les travaux. Donc, c'est intéressant parce que c'est des données de plus sur l'histoire, sur la biologie des anciens trifluviens. Donc, il va certainement avoir des données très intéressantes à retirer de ces sépultures-là. À ce stade-ci, on pense que c'est des sépultures qui se trouvaient dans le cimetière qui était adjacent à l'église au moment où elles se trouvaient dans la rue Notre-Dame. Donc, avant 1710, avant qu'on reconstruise l'église qui est la plus connue, qu'on la reconstruise par-dessus le cimetière. Au cours des fouilles, des dizaines, des centaines d'artefacts ont été récupérés. Restes alimentaires ou morceaux de vaisselle, bouteilles et objets d'utilité courante. Autant de découvertes qui requièrent une analyse minutieuse avant de rejoindre la collection d'artefacts de la ville. C'est un mantonnet, c'est pour la fermeture des portes, et puis il est vraiment bien conservé, celui-là. Oui, c'est intéressant. Moi, je suis la spécialiste en culture matérielle, c'est-à-dire par rapport, je ne me suis pas spécialisée sur le terrain, mais plutôt sur tous les objets, les fragments d'objets qu'on retrouve sur le terrain pendant la fouille. Donc, c'est la première chose, c'est l'identification des objets, datation, puis ensuite faire l'analyse, comprendre pourquoi on trouve tel genre d'objet à tel endroit, même pourquoi on ne trouve pas certains objets. Donc, c'est tout ce qui concerne la culture matérielle là, qui provient des sites archéologiques. Ici, c'est quelque chose que j'ai jamais vu au cours de ma carrière. C'est une ordonnance royale, finalement, c'est du régime, ça vient du régime français, une ordonnance royale. Il devait y avoir, on peut voir ici l'espace, il devait y avoir comme une espèce de manche de bois, comme un tampon dans le fond. C'est écrit la date du 12 mai 1741. Une fois que tout l'inventaire général va être terminé, je vais me pencher plus spécifiquement sur certains des objets qu'on catalogue. Puis ça, bien, évidemment, on va faire une recherche, puis il va certainement être envoyé en restauration aussi. Ça vaudrait la peine de faire en sorte, il est bien conservé, mais faire en sorte qu'il ne se dégrade pas davantage au cours des années. Alors, parfois, il peut y avoir 10 000, 15 000, 20 000 fragments d'objets qui sont retrouvés lors de fouilles. Fait que, tous ces fragments-là, ensuite, vont nous donner un peu, l'information, c'est d'analyser, savoir est-ce qu'on se trouve dans un site domestique, est-ce qu'on est dans un site industriel. Oui, des fois, Monique nous arrive avec des conclusions qui sont un peu différentes de celles qu'on avait sur le terrain, puis c'est intéressant, ça nous oblige à réfléchir. Surtout, à ne pas avoir d'idée arrêtée non plus avant d'avoir vu les résultats. Comme j'arrive après tout ça,
Moi, je vois la collection globale. Fait que je peux voir, on peut faire un portrait une fois qu'on a tout rassemblé, qu'on a tout inventorié. Oui. Après ça, on peut regarder qu'est-ce qu'on a dans ce site-là, dans tel lot, qu'est-ce qu'on n'a pas même. C'est en silex, donc à moins que ce soit un objet amérindien un Amérindien qui aurait utilisé de la matière silex pour se tailler un outil. Mais... Au cours des mois et même des années à venir, les experts des différentes disciplines de l'histoire vont ainsi poursuivre leur analyse des objets hétéroclites ramenés de ces fouilles et des observations faites sur le terrain, contribuant ainsi à alimenter ce dialogue constant avec le passé.